Bienvenue à tous, merci de nous rejoindre dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de ce journal, la campagne pour le second tour de la présidentielle au Niger se poursuit. Mohamed Bazoum du PNDS Taraya était à Agadez où il a tenu meeting. Le candidat a décliné les propositions de son programme spécifique pour cette région. L'entrée en bourse de l'établissement de microfinance La Régionale au Cameroun. Après 28 ans d'existence, la structure souhaite ainsi devenir une banque universelle et porter son capital à plus de 15 milliards de francs CFA. Et le Nigeria va atteindre les 30% d'énergie verte d'ici à 2030, une place plus importante donnée aux renouvelables dans le mix énergétique, permise par le lancement de plusieurs projets, notamment au sein des universités. Mais tout d'abord, le second tour des élections législatives prévu le 14 mars prochain en Centrafrique. La date a été fixée par décret présidentiel ce vendredi. La campagne électorale débutera le 6 mars. Les électeurs des circonscriptions où le vote n'avait pas pu se tenir ou avait été invalidé voteront eux pour le premier tour. Pour rappel, les résultats avaient été annulés par la Cour constitutionnelle dans 13 circonscriptions. Au total, 118 sièges restent à pourvoir. Au Niger, les deux candidats présents au second tour de la présidentielle continuent de battre campagne. Mohamed Bazoum du PNDS Taraya, également soutenu par la coalition Bazoum 2021, s'est rendu à Agadez, une région pour laquelle il a formulé des propositions spécifiques. L'énergie d'abord, avec des projets de centrales solaires thermiques, la valorisation des ressources minières, mais aussi la réhabilitation de plusieurs axes routiers. Reportage de notre correspondant Sadoïs Mokhtar. Après Tillabéri, Dosso et Tawa, le candidat au second tour de la présidentielle du parti nigérien pour la démocratie et le socialisme, le PNDS Taraya, est arrivé dans la capitale de l'Aïr. À Agadez, Mohamed Bazoum est venu présenter son programme La Renaissance Acte 3 aux populations. Pour ce second tour, près de 100 partis politiques accompagnent Bazoum, dont 13 candidats malheureux, avec à leur tête Seni Oumarou, candidat du MNSD Nassara au premier tour. Les raisons pour lesquelles nous, 13 candidats aux élections présidentielles premier tour, avions décidé de soutenir la candidature de Bazoum au deuxième tour. Nous avons parlé d'abord des institutions, une certaine stabilité des institutions. Vous ne pouvez pas construire un pays si les institutions ne sont pas stables. Et c'est l'une des raisons. La deuxième raison, il s'agit de l'unité nationale. Déclinant les axes prioritaires de son programme, à savoir Renaissance Acte 3, avec comme engagement fort, consolidé et avancé, Mohamed Bazoum a demandé aux populations de voter pour lui afin que la renaissance du Niger perdure et évolue de manière remarquable. Population d'Agadez, je suis venu pour vous annoncer que nous allons travailler, nous allons nous occuper de vos problèmes urgents. J'ai fait un programme. Il y a 6 mois de cela, j'ai recoupé les experts dans les différents domaines de la vie nationale afin qu'ils nous établissent un programme qui nous permettra de prendre en charge vos préoccupations et de leur trouver une solution. S'il est élu à l'issue des élections du 21 février 2021, Mohamed Bazoum entend investir à Agadez dans le maraîchage pour booster la production et la transformation des produits agricoles. Un autre engagement de Bazoum, c'est la construction des infrastructures routières, dont le parachèvement de la route nationale Tawa-Agadez, la RTA. Au Cameroun, l'établissement de microfinance La Régionale a lancé son introduction en bourse, une opération pilotée par l'entreprise boursière Financia Capital sur le marché de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. La Régionale entend devenir ainsi une banque universelle. Reportage de notre correspondant Thierry Dassar. Dans l'objectif de devenir une banque universelle, La Régionale, un établissement de microfinance fondé en 1993 au Cameroun, a annoncé son introduction en bourse, notamment sur le marché de la bourse des valeurs mobilières d'Afrique centrale. C'est l'entreprise boursière Financia Capital
qui est chargé de piloter cette opération, une offre publique de vente d'actions en vue d'une augmentation du capital à 15 milliards de francs CFA. L'une des raisons pour laquelle nous avons proposé cette entreprise au public, je le disais, c'est parce qu'elle est parfaitement éligible en termes de transparence, puisqu'elle est déjà aujourd'hui dans un secteur qui est parfaitement réglementé, et c'est une institution financière. La performance, elle est aujourd'hui à sa 16e année de croissance continue, c'est-à-dire qu'en termes de management et de gouvernance, nous sommes parfaitement confortables sur la qualité du papier que nous proposons aujourd'hui au grand public. 196 000 actions mises en vente à 42 000 francs CFA l'action, avec un minimum de souscription fixé à 5 actions. À travers une plateforme numérique dédiée, les investisseurs pourront acheter des actions en ligne. Seulement, quel est le profil requis pour devenir actionnaire de cette banque en devenir ? Tout le monde peut souscrire aux actions de la régionale, mais nous avons une préférence, on va dire, pour le grand public. Nous souhaitons que les petits agents économiques, je vais les appeler comme ça, que les commerçants, que les gens depuis chez eux, les salariés des entreprises, puissent souscrire à cette opération. Donc notre principal objectif est vraiment de viser l'élargissement de la base des souscripteurs. La période de souscription aux actions de la régionale va du 9 au 26 février 2021 inclus. La microfinance affiche une solidité financière sur ces 10 dernières années. À la fin de l'exercice 2020, elle présente des fonds propres nets d'environ 10 milliards de francs CFA et un résultat d'1,5 milliard de francs CFA, malgré la pandémie de Covid-19. Au Togo, la création d'emplois par l'usine de production de fer à béton Steelcube, l'unité industrielle lancée il y a 2 ans par le gouvernement dans la ville de Kara, devrait bientôt atteindre la barre des 1000 emplois créés. C'est 2 fois plus que les objectifs fixés au départ de ce projet. Joël Maribalo. Plus de 1000 emplois directs seront créés grâce à l'usine de production du fer à béton Steelcube Togo. Implantée à l'entrée sud de la ville de Kara, cette entreprise valorise la ferraille recyclée à l'aide d'une chaîne complète de transformation. Grâce à cette initiative du président Fornia Simbe, plus de 1000 foyers vont pouvoir rehausser leur niveau de vie avec l'accès à un travail stable. Cette unité industrielle correspond à la stratégie contenue dans le plan national de développement qui privilégie la transformation et l'industrialisation. L'implantation de Steelcube Togo en zone franche est une concrétisation de notre grande vision partagée. Au Togo, le secteur de l'électronique a toujours connu des limites à cause du manque d'infrastructures et de personnel adéquat. Grâce à l'augmentation de la main-d'œuvre qualifiée, les entreprises locales évoluant dans l'exploitation du fer n'auront plus de difficultés dans la transformation et l'exportation des métaux. À ce jour, cette usine de production tourne à base de 40 000 tonnes de matières premières par an. Le Togo profite donc de ce nouveau profil pour augmenter sa capacité d'emploi à travers ce projet. Ce projet est un projet industrialisant, c'est-à-dire qu'il va créer tout autour des sous-traitances et ces sous-traitances devront aussi être capables de répondre à la demande en qualité et en quantité de services adéquats. D'où un nouveau type de marché, d'où un nouveau type de profil de compétences et un nouveau type d'emploi. À son ouverture, il y a bientôt 2 ans, la société Steelcube Togo avait pour vision de créer 400 emplois directs et 800 emplois indirects. Aujourd'hui, en ligne droite avec la vision des autorités togolaises, elle compte donc doubler le chiffre d'emplois directs qu'elle avait dans son viseur. Soulignons que la mise en œuvre de cette usine a mobilisé un investissement en capitaux indiens évalué à plus de 4 milliards de francs CFA. Dans l'actualité également, l'université Cheikh Anta Diop, classée université la plus digitale en Afrique subsaharienne francophone. C'est ce qui ressort du classement annuel Webometrics réalisé par le Conseil espagnol de la recherche et qui évalue les établissements d'enseignement supérieur selon leur présence académique sur le web et leurs services digitaux. Le pays arrive à la 77e place au niveau continental. C'est l'Égypte qui se distingue avec 37 universités présentes dans le classement.
En Côte d'Ivoire, le gouvernement vient de lancer un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan, projet d'un coût de 200 millions de dollars. L'objectif est d'améliorer l'accès à l'eau potable, initiative qui entre dans le cadre de la stratégie Eau pour tous lancée en 2017. Lorita Simbo. Afin d'atteindre les 100% de taux d'accès à l'eau potable d'ici 2030, le gouvernement ivoirien a lancé un projet d'adduction d'eau pour la ville d'Abidjan. D'un montant de près de 200 millions de dollars, il vise à augmenter la desserte en eau potable de la ville la plus peuplée du pays. La mise en place d'un projet de fourniture d'eau potable à la ville d'Abidjan, ça va permettre de fournir en eau potable la ville et sera un impact sur la santé publique des populations. Avec la mise en place et l'accès à l'eau potable, cela va permettre à des populations d'avoir un accès à une eau qui soit filtrée et donc avec un impact sur la santé publique et sur la réduction des maladies. Donc il y aura une corrélation positive entre la fourniture en eau potable et la réduction des maladies, notamment des maladies infectieuses et comme le choléra et autres types de maladies. Donc pour ma part, je pense que c'est une chose bénéfique pour la Côte d'Ivoire. D'après Laurent Tchagba, ministre ivoirien de l'hydraulique, ce projet permettra d'améliorer en quantité et en qualité l'accès à l'eau potable de près d'1,5 million d'habitants de la ville d'Abidjan. Pour ce faire, les autorités prévoient d'ajouter à la capacité de production actuelle de la ville, estimée à 640 000 m3 par jour, une production additionnelle en eau potable de 150 000 m3 par jour. Je pense que pour fournir en eau potable les autres villes, notamment auprès d'Abidjan, il faudra mettre en place de nouveaux projets ou faire des appels à sollicitation de projets ou des appels à fonds afin d'avoir un fonds nécessaire pour vraiment alimenter les autres villes, car il ne suffit pas simplement de développer Abidjan et de leur fournir en eau. Il faut aussi voir les autres grandes villes comme Bouaké et autres villes de la Côte d'Ivoire afin de leur fournir en eau pour qu'il y ait un équilibre dans la fourniture des services publics. Notons que cet investissement s'inscrit dans le cadre de la stratégie Eau pour tous, lancée en 2017 par le gouvernement ivoirien pour atteindre un taux d'accès à l'eau potable de 100% sur toute l'étendue du territoire national. D'après les autorités du pays, la demande en eau potable de la ville d'Abidjan devrait atteindre 860 000 m3 par jour à l'horizon 2025 et grimper à 1,1 million de m3 par jour en 2030. Le Nigeria veut modifier son mix énergétique et faire passer la part des énergies vertes à 30% d'ici 2030. Le gouvernement a lancé un vaste programme à travers le pays visant à fournir une alimentation électrique durable et propre. Le projet va mettre à disposition des universités fédérales et des hôpitaux d'enseignement 89,6 MW de capacité totale. Une de ces universités vient à ce titre d'inaugurer sa mini-centrale solaire. Victoria Sedji. Au Nigeria, l'exécutif veut atteindre 30% d'énergie renouvelable d'ici 2030. Début février 2021, le vice-président Yemi Osinbajo a à cet effet inauguré une mini-centrale solaire hybride captive de 1,12 MW à l'université Abubakar Tafawa Balewa dans le nord-est du pays. L'infrastructure a été construite dans le cadre d'un programme national de développement d'énergie verte baptisé Energizing Education, visant 37 universités fédérales et 7 hôpitaux universitaires à travers le Nigeria. Le Nigeria a un défi de la disponibilité énergétique depuis plusieurs années et le Nigeria utilise beaucoup l'énergie à base du fuel, à base du pétrole, ce qui pollue énormément. Mais le Nigeria a les capacités pour utiliser ces fonds qui étaient dédiés à financer la consommation en gasoil et essence et tous les dérivés du pétrole pour installer et produire des sources alternatives de production d'énergie propre, c'est-à-dire l'éolienne, le thermite, ainsi de suite. Pour l'heure, 9 universités et un hôpital universitaire sont en cours d'installation. Chacune de ces institutions disposera d'un domaine consacré au métier des énergies renouvelables. À l'université Abubakar Tafawa Balewa par exemple, 20 étudiantes ont été formées à la conception et à l'installation de la centrale solaire hybride captive. Le Nigeria a beaucoup d'experts et d'employés formés dans tout ce qui concerne l'industrie pétrolière, mais le Nigeria n'a pas encore les ressources humaines disponibles dans le sens de la compétitivité et l'appropriation des énergies alternatives et des énergies qu'on peut juger comme étant propres. Le Nigeria aura besoin d'une population formée, des jeunes bien formés
et dans l'utilisation et l'optimisation des énergies alternatives. Le développement des énergies renouvelables est essentiel pour le Nigeria. D'après l'exécutif, le développement d'énergie verte dans le pays lui permettra de réduire ses émissions de carbone de 20% au moins d'ici 2030. Et en République démocratique du Congo, un troisième cas de virus à Ebola a été identifié. Il s'agit d'une femme qui avait été en contact avec la première personne contaminée. Les autorités sanitaires ont indiqué leur volonté de contenir rapidement l'épidémie. À noter que la Guinée connaît de son côté une résurgence de la maladie avec 4 décès enregistrés. Une réunion de crise est d'ailleurs organisée ce dimanche. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information.